Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette dernière webconférence qui va être consacrée à la thématique Votre histoire médicale est accessible, à vous de vous en saisir. Alors cette webconférence, elle vous est présentée par l'URIOPS Auvergne-Limousin. L'URIOPS, c'est une union du secteur social, médico-social et de santé qui représente les associations prenant en charge des personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation d'exclusion, ainsi que des patients. Alors, pour ma part, je suis Julie Aigré, la directrice de l'URIOPS, et je suis accompagnée d'Adeline. Je vais te laisser te présenter. Oui, merci Julie. Donc Adeline Vivet, conseillère technique à l'URIOPS Auvergne-Limousin depuis janvier 2013 et j'interviens plus spécifiquement sur le secteur des personnes âgées, mais également sur toutes les questions qui concernent le volet juridique. Alors maintenant que nous avons fait les présentations, il est important de rappeler que cette série de webconférences a pu être réalisée grâce au partenariat que nous avons avec l'Agence régionale de santé Auvergne ainsi que la Conférence régionale de santé et de l'autonomie. Alors, pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés à l'une de nos webconférences, rassurez-vous, c'est très simple. Vous aurez simplement à vous laisser guider. Et je vais pour ce faire vous expliquer le déroulé d'une webconférence. Voilà les quelques règles du jeu à suivre. Alors, déjà, vos micros ont été coupés, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous pourrez malgré tout interagir avec nous et je vous expliquerai dans quelques instants comment. Deuxième point, si vous rencontrez une difficulté technique, vous pourrez suivre l'audioconférence. Vous contactez simplement nos services techniques, les numéros sont affichés tout à l'heure. Ensuite, le troisième point, c'est que cette webconférence est enregistrée comme les deux précédentes et donc vous allez pouvoir les revoir à loisir. Elles sont sur YouTube et sur le site dédié de l'URIOPS. Alors maintenant, j'en arrive au dernier point, c'est pour poser vos questions. Alors je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, vous avez dû voir qu'en bas à droite de votre écran, il y a un petit encadré avec un intitulé « Posez vos questions ». Donc, vous posez vos questions en bas dans le rectangle. Une fois que vous l'avez posé, vous appuyez sur la petite bulle et puis ou éventuellement vous appuyez sur la touche entrée de votre ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors maintenant que j'en ai fini avec les modalités pratiques, je vous propose donc de vous présenter les deux thèmes de notre webconférence. Donc tout d'abord, nous allons parler de votre histoire médicale, de votre parcours. Et nous allons voir donc que ce parcours médical, eh ben, il est concentré dans un document que l'on appelle le dossier médical. Et nous allons voir en quoi ce dossier médical est intéressant. Il est intéressant pour vous en tant que patient, mais il est également intéressant pour les professionnels de santé. Voilà, donc ça sera le premier sujet. Et ensuite, on abordera dans un deuxième temps les modalités, ce que vous pouvez faire pour agir, pour préserver votre santé. Donc, je vais vous confier entre les bonnes mains d'Adeline, qui va donc ouvrir le premier thème sur le dossier médical. Merci Julie. Donc en effet, je vais commencer à vous parler du dossier médical et notamment à essayer de décrypter un petit peu de quoi il s'agit. Donc, il faut savoir que ce dossier médical, c'est un ensemble de documents, alors matérialisés ou informatisés, qui vont retracer les différents épisodes qui ont affecté votre santé. Donc, on va y retrouver des lettres, des comptes rendus, des résultats de laboratoire, voire même des prescriptions thérapeutiques. Au final, ce dossier médical, c'est tout simplement l'histoire de votre santé. Donc ce dossier médical, il va être soigneusement conservé pour justement assurer une continuité des soins, mais aussi pour faciliter son accès si jamais vous en aviez besoin à un moment donné. Alors ce dossier médical, il est créé et utilisé donc par les professionnels de santé
Et bien entendu, il fait l'objet d'obligations et de protections qui sont prévues par les textes de loi. Alors simplement à titre d'exemple, il faut savoir que le dossier médical doit répondre aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, parce que votre dossier médical il est confidentiel. Il doit également répondre aux textes de droit médical ou encore encadrant le secret médical. Et enfin, le dossier médical est en lien étroit avec le droit d'accès du patient à ce fameux dossier, parce qu'il faut savoir qu'en France, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé et qui seraient détenues donc par les professionnels ou les établissements de santé. Donc voilà un petit peu rapidement le dossier médical, de quoi il s'agit concrètement. Alors, je vous ai parlé du dossier médical, de votre dossier médical, sauf que si j'étais un peu plus précise dans mes propos, il vaudrait mieux parler de vos dossiers médicaux, car au final, vous ne disposez pas que d'un seul dossier médical, mais bien de plusieurs, car à chaque fois que vous allez consulter un praticien, eh ben, il va ouvrir un dossier médical et quand vous allez aller en établissement, ce sera la même chose. Donc, en effet, vous allez vous retrouver avec une pluralité de dossiers que les professionnels vont alimenter au fur et à mesure, bien sûr, des consultations. Alors, malgré tout, mes propos sont à modérer, car depuis quelque temps, il existe un nouvel outil qui est le dossier médical personnel, alors que je ne vais pas trop développer tout de suite, mais simplement parce que nous y reviendrons. Mais simplement, voilà, sachez que à l'heure actuelle, vous avez quand même une pluralité de dossiers, mais on tend justement vers une uniformisation, notamment grâce à l'informatique qui permet quand même pas mal de choses. Mais nous l'aborderons un peu plus tard au cours de cette webconférence. Donc j'en ai fini avec concrètement ce qu'est le dossier médical et de quoi on parle vraiment. Mais là, on va aller plus dans le cœur du sujet et Julie va pouvoir vous parler de son contenu concrètement. Oui, effectivement, donc nous venons de voir que chaque praticien tient un dossier médical et ce dossier médical, eh ben, il comporte 3 parties. Alors, quelles sont les 3 parties du dossier médical? La première, c'est les informations qui sont recueillies au moment de l'admission, au cours du séjour hospitalier ou dans le cadre de consultations externes. Alors, à titre d'exemple, ça peut être le dossier d'anesthésie, ça peut être le consentement écrit du patient, ça peut être les actes transfusionnels, ça peut être aussi les fameuses directives anticipées dont on a parlé la dernière fois. Le deuxième point important, c'est les informations formalisées établies à la fin du séjour. Donc là, on va retrouver tout ce qui va toucher au compte-rendu d'hospitalisation, les prescriptions que l'on vous fait au moment de la sortie, les fiches de liaison infirmière, etc. Bon, il y a toute une liste en fait qui est établie par le Code de la santé publique. Donc après, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le consulter et vous aurez tous les éléments, hein. Il y a au moins une trentaine, voire une quarantaine de données médicales que l'on peut consigner dans le dossier médical. Et enfin, donc la troisième partie de ce dossier médical, ce sont toutes les informations que l'on recueille auprès des tiers qui n'interviennent pas dans la prise en charge. Voilà. Donc après, ce que je voudrais rajouter, c'est que selon la spécialité du médecin, du professionnel de santé, ces 3 parties peuvent être un petit peu différentes. Effectivement, si c'est un chirurgien, un anesthésiste, un psychiatre, etc., vous aurez des données différentes. C'est le cas par exemple aussi du chirurgien dentiste qui va par exemple ajouter des radiographies avant et après traitement. Alors, il y a encore plein d'autres sujets et d'informations importantes à connaître et donc nous allons poursuivre le déroulé de cette présentation sur le dossier médical et Adeline, donc maintenant, va vous parler de la durée de conservation du dossier médical. Oui, tout à fait. Nous allons nous attarder un petit peu sur cette notion de conservation du dossier médical. Et justement, nous aimerions savoir si vous connaissez cette durée de conservation du dossier médical à l'hôpital. Alors, vous avez un petit quiz qui s'est affiché sur votre écran. Donc, on vous laisse quelques instants pour y répondre.
Et après, nous pourrons bien entendu commenter les résultats ensemble et vous apporter quelques éléments de réponse. On vous laisse encore quelques petits instants. Apparemment, il y a des personnes qui changent d'avis, mais c'est très bien, hein. Voilà, bon, je pense que la majorité d'entre vous ont répondu, donc je vais pouvoir clore le sondage. Hop, donc il apparaît très nettement, la majorité d'entre vous pense que le dossier médical est conservé à vie par les établissements de santé. Eh bien non, la loi prévoit en fait un délai de... Donc voilà, c'est quand même une notion importante à connaître. Il faut savoir que ce délai court à partir de la date de votre dernier séjour ou éventuellement de votre dernière consultation externe. Je tiens quand même à vous préciser que on parlait du délai de conservation du dossier médical dans les établissements de santé. Il faut savoir que pour les professionnels de santé en ville, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de texte qui viendrait clairement, précisément, les délais de conservation médicale. Alors, il y a eu un petit souci apparemment au niveau de l'interface, mais les choses vont être rétablies, voilà. Désolée, nous sommes de retour. Donc, on en était au délai de conservation. Donc, voilà, 20 ans pour les établissements de santé et pour les professionnels de santé en ville, on n'a pas encore de textes qui viennent clairement définir les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Alors, pour continuer notre propos, nous allons nous intéresser aux personnes qui peuvent consulter ce dossier médical. Alors, comme vous l'aurez compris, le dossier médical est quelque chose de confidentiel. Mais bien entendu, vous avez tout à fait accès à votre dossier médical car vous en êtes le destinataire naturel. En revanche, votre époux, votre épouse ou même l'un de vos proches ne pourront pas avoir accès à la totalité de votre dossier médical. Et je voulais d'ailleurs faire une petite parenthèse et établir un lien entre la notion de personne de confiance et dossier médical. Donc, personne de confiance, nous avons vu cette notion pour ceux qui étaient présents lors de la dernière webconférence mercredi dernier. Et donc là, il faut savoir que la personne de confiance n'aura pas non plus, de fait, accès à votre dossier médical dans sa totalité. Si toutefois vous étiez dans l'incapacité de vous exprimer et que les médecins jugeaient important, intéressant d'échanger avec la personne de confiance sur certains éléments présents dans votre dossier médical, ça serait tout à fait possible, mais la personne de confiance n'aurait accès qu'aux informations ciblées qui permettraient de répondre aux questions que se posent éventuellement les praticiens. Mais en aucun cas, la personne de confiance n'aura accès à la totalité du dossier. Qui plus est, si jamais vous décidiez que certaines informations de votre dossier médical ne devaient pas être communiquées à d'autres personnes, c'est tout à fait possible, il suffit simplement de le signaler, et auquel cas les informations resteront purement confidentielles, dans tous les cas. Donc là, on était sur un cas assez général de consultation. Donc vous pouvez consulter votre dossier. Après, voilà, attention, au niveau de vos proches, ils n'y ont pas accès. Et la personne de confiance, dans certaines circonstances, et elle n'aura pas accès à tout de toute façon. Toutefois, il existe des cas un petit peu particuliers qui font que la consultation du dossier médical va être un petit peu différente. C'est le cas, par exemple, de la consultation du dossier médical d'une personne décédée, ou encore la consultation du dossier médical d'un enfant, d'un mineur, ou encore d'une personne qui serait sous tutelle. Donc nous allons aborder ces 3 points qui sont des cas un petit peu plus particuliers, mais qui peuvent bien évidemment nous concerner. Alors, comment accéder au dossier médical, par exemple, de l'un de ses parents qui serait décédé? Alors, il faut savoir que quand le patient est décédé, le droit de consulter le dossier médical est ouvert aux ayants droit. Toutefois, il est important de noter que ce droit de consultation est quand même assez restrictif. Donc, il semble intéressant de se pencher un peu sur la notion, car le décès ne lève en rien le secret médical.
Donc, en tant qu'ayant droit, vous pourrez faire la demande d'accès au dossier médical, mais encore faudra-t-il justifier cette demande. Et en retour, on ne vous fournira que les pièces dont vous avez besoin au regard de la dite demande que vous avez faite. Voilà en ce qui concerne l'accès au dossier médical d'une personne qui serait décédée. Donc l'autre point que j'évoquais, c'était l'accès du dossier médical pour un enfant. Alors Julie, si tu veux bien répondre peut-être à cet Oui, item. oui, bien sûr. Donc, effectivement, donc si vous souhaitez accéder au dossier médical de votre enfant, il faut bien sûr que vous soyez titulaire de l'autorité parentale. Et donc, vous pourrez ainsi consulter les données consignées dans le dossier médical. Alors, il y a une exception si votre enfant décide d'utiliser son droit d'opposition. C'est-à-dire qu'il va demander au médecin de garder secrètes ces informations médicales. Voilà, donc dans ce cas de figure, vous ne pourrez pas accéder à ces informations-là. Le médecin devra d'ailleurs consigner dans le dossier médical que vous avez exprimé, donc que l'enfant a exprimé une demande de secret médical. Et en plus, il devra également consigner qu'il a utilisé son droit d'opposition. Alors, l'enfant peut aussi exprimer un droit d'opposition partielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'en fait, vous, en tant que parent titulaire de l'autorité parentale, vous pourrez accéder malgré tout au dossier médical, mais vous pourrez accéder à ce dossier par l'intermédiaire du médecin. Et du coup, j'ai envie de répondre à une question qui ne m'est pas encore posée, mais qui risque d'être posée, qui est celle de est-ce qu'un mineur pourrait demander à consulter son dossier médical? Parce que le principe, effectivement, je le rappelle, pour ceux qui ne m'auraient pas écouté, c'est que uniquement les parents qui peuvent accéder au dossier médical. Mais bien sûr, comme vous en doutez, il y a des dérogations. La dérogation est la suivante, c'est si le médecin estime en fait que l'enfant est capable de participer à la décision et qu'il estime que son degré de maturité est suffisant effectivement pour voilà pour l'associer, on va dire, et lui permettre d'accéder à ces données médicales. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question, enfin que je vous l'ai bien présentée. Je vais laisser Albine vous présenter la partie qui concerne les tutelles. Oui, donc en effet, pour une personne sous tutelle, là encore, les conditions d'accès sont un peu plus particulières. Il faut savoir que la personne sous tutelle ne pourra pas elle-même accéder à son dossier médical. En revanche, le tuteur, lui, pourra y avoir accès. Alors, peut-être simplement, pour aller un petit peu plus loin dans le propos, une personne sous curatelle, par contre, elle pourra tout à fait accéder à son dossier médical selon les mêmes conditions que toute autre personne. Donc, nous venons de voir à travers ces trois cas un petit peu particuliers, donc les modalités pour consulter son dossier médical. Nous allons maintenant nous intéresser vraiment aux modalités plutôt pratiques de cette consultation et je vais donc laisser Julie reprendre la parole sur cette thématique-là. Alors oui, on va voir ensemble comment on peut consulter son dossier médical. Alors, vous pouvez faire votre demande soit aux professionnels de santé ou praticiens directement, soit vous pouvez aussi faire la demande auprès de la direction de l'établissement de santé qui vous a pris en charge. Alors ensuite, il y a deux cas. Donc là, vous pouvez formuler votre demande sur papier libre, dans ce cas de figure, c'est payant, ou vous pouvez exprimer votre demande de consulter le dossier médical sur place. Alors si vous consultez sur place, bien évidemment, c'est gratuit. Alors, je reviens sur le premier cas de figure. Donc, vous demandez sur papier libre la consultation de votre dossier médical. Alors là, il va falloir que vous précisiez si vous souhaitez consulter tout ou partie du dossier.
Hein, c'est important puisque je vous l'ai dit, c'est payant. Donc effectivement, plus vous demandez de nombreuses parties du dossier et plus effectivement vous allez devoir payer un prix important. Alors, si vous connaissez des difficultés financières, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher du représentant des usagers ou de vous rapprocher du professionnel de santé pour voir s'il n'y a pas des facilités envisageables. Bon, après, ce ne sont pas non plus des frais forcément très importants puisque cela concerne en fait le coût de la reproduction et le coût de l'envoi. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand vous faites votre demande, il va falloir aussi présenter des documents qui justifient de votre identité. Donc, si vous demandez à accéder à des données qui vous sont personnelles, donc une simple pièce d'identité suffit. Par contre, si vous demandez d'accéder à des données d'un proche, il va falloir que vous justifiez soit de votre qualité d'ayant droit, soit de votre qualité de représentant légal, de mandaté ou également de tuteur. Voilà. Troisième point important, vous pouvez aussi préciser dans votre demande que le dossier vous soit communiqué à vous directement ou au médecin de votre choix. Voilà, donc j'en ai fini pour la formulation de la demande sur papier libre. Maintenant, je vais revenir donc sur la formulation d'une demande de consultation sur place pour vous dire que c'est vrai que ça peut être intéressant parce que parfois, on a des dossiers médicaux qui peuvent être très lourds. Donc, ça vous permet effectivement du coup de faire le tri et de regarder ce qui vous intéresse particulièrement. Et puis, le deuxième avantage, c'est que vous pouvez être accompagné par un médecin. Donc, le médecin, ça va vous aider aussi je dirais, ça va vous faciliter la lecture et la compréhension du dossier. Mais il n'y a bien sûr aucune obligation de demander l'accompagnement médical. Donc, voilà. Donc, ce qu'il est important aussi de savoir, c'est que donc, en principe, l'ensemble des pièces qui sont dans le dossier médical sont communicables, sauf une qui concerne les notes personnelles du médecin, voilà, qui ne peuvent être ni communiquées, ni transmises aux patients, ni aux tiers. Et bien évidemment, l'ensemble des documents conservés sont sous la responsabilité intégrale du médecin. Voilà, donc j'en ai fini pour la partie qui est relative à la consultation du dossier médical. Je vois qu'il y a une question qui est posée, donc je vais laisser Adeline y répondre. Oui, en effet, je la vois aussi. Elle concerne, d'ailleurs, tu en as un peu parlé, Julie, elle concerne la présence d'une tierce personne quand on consulte le dossier médical. Et là, la question est posée de telle façon à savoir si c'était quelque chose d'imposé. Enfin, tout du moins, si j'interprète bien la question. Donc, en effet, non, on n'impose pas la présence d'une tierce personne pour la consultation du dossier médical. C'est pas quelque chose qui va vous être de fait imposé. Toutefois, vous pouvez parfaitement être accompagné, alors soit d'une tierce personne, donc d'un proche, voilà, de quelqu'un qui vous est cher éventuellement, ou alors, à partir du moment où vous allez consulter le dossier dans un établissement, on vous proposera un accompagnement gratuit par un médecin. Alors certes, je viens de le dire, c'est pas quelque chose d'imposé, d'obligatoire, etc. Toutefois, il peut être intéressant quand même de se pencher un peu sur la question, c'est-à-dire que on sait bien que dans le dossier médical, les mots utilisés sont parfois un peu complexes et pas abordables par tout le monde. Donc être accompagné d'un professionnel, ça peut quand même être intéressant pour éclaircir certains points. Euh, et puis, bien entendu, se faire accompagner par un proche en fonction, là encore, du contenu du dossier médical. Ça peut également voilà, être un soutien, un appui pour des informations parfois un petit peu délicates. Donc, rien d'imposé, mais réfléchissez-y. Alors maintenant, moi, je vais vous parler des délais de communication du dossier médical et il existe deux possibilités. Alors, la première, c'est si vous demandez des informations qui ont été constituées depuis moins de 5 ans. Alors, dans ce cas de figure, le délai sera de 8 jours à compter de la date de la demande. Par contre, si c'est des informations constituées depuis plus de 5 ans, le délai sera plus long. Il sera de 2 mois, à compter bien sûr de la date de demande.
Alors, il faut savoir également que de toute façon, vous n'aurez jamais une réponse qui va être simultanée, puisque la loi a prévu un délai de réflexion de 48 heures. Donc, à minima, vous obtiendrez réponse au bout de 48 heures. D'autre part, quelques conseils pour faciliter le respect de ces délais de communication. Il faut veiller vraiment à ce que votre dossier soit complet et que toutes les pièces justificatives y soient. Voilà, ça c'est important. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'établissement de santé pour savoir si ils ont prévu un formulaire qui pourra également vous aider à faire en sorte que le dossier soit complet. Voilà ce que l'on peut dire sur ces fameux délais de communication. On a encore d'autres questions qui arrivent. Aline, tu veux peut-être y répondre? Oui, alors j'en ai au moins vu une qui, oui, qui me semble en effet très intéressante et qui concerne les possibilités de recours. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. En effet, si vous faites la demande de votre dossier médical et qu'on vous ne le transmet pas, la loi française, l'administration prévoit des modalités de recours. Alors, dans un premier temps, quand même, ce que l'on peut vous dire, c'est que si votre dossier met du temps à arriver ou voilà, s'il y a des petits couacs dans la procédure, on vous conseille d'abord de vous adresser directement, alors soit au praticien auquel vous avez fait la demande de votre dossier médical, soit à l'établissement pour comprendre un petit peu pourquoi vous ne recevez pas votre dossier, est-ce que c'est un problème de délai, d'administration, etc. Si cette première étape de dialogue avec la structure ou le professionnel n'aboutit pas et au final que vous ne recevez toujours pas votre dossier médical, là, bien entendu, vous pouvez éventuellement rentrer dans une procédure un peu plus complexe de recours. Alors, je peux en effet vous en toucher deux mots, sachant que la procédure va être différente en fonction de l'interlocuteur, de la personne à laquelle vous allez demander votre dossier. Donc, on va distinguer l'hôpital public, les établissements privés et puis les professionnels libéraux. Voilà, donc trois catégories différentes auxquelles correspondent trois modalités de recours différentes. Alors, pour les hôpitaux publics, vous allez saisir ce que l'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs. Donc ça, c'est quand vous demandez votre dossier médical à un hôpital public. Si votre demande s'adresse à un établissement privé, alors là, vous allez saisir directement la direction générale de l'offre de soins qui dépend en fait du ministère de la Santé. Et enfin, si votre demande s'adressait à un professionnel libéral, alors là, vous pouvez saisir l'ordre duquel il dépend ou vous pouvez également directement saisir le juge des référés au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du professionnel. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les recours possibles si jamais vous Oui. n'obteniez pas votre dossier. Oui, effectivement, j'espère que ton intervention aura répondu aux remarques qui nous sont faites parce que il y a plusieurs personnes qui nous font part effectivement de demandes qui n'ont pas été satisfaites. Il y a une dame qui dit, il y a 2 ans, j'ai déménagé, j'ai demandé mon dossier à mon médecin généraliste. Elle me l'a soi-disant envoyé par la poste, je ne l'ai jamais reçu. Que faire pour l'obtenir? On a également une autre personne qui nous fait part également de son désarroi. Alors attendez, j'arrive plus à le retrouver. Il me met communiquer comment récupérer son dossier médical. En gros, c'était ça. Hein, j'arrive plus à accéder. Si, ça y est. Comment récupérer son dossier médical lorsque le médecin généraliste est parti sans laisser d'adresse et que son cabinet est vide. Aucune présence de documents dans le cabinet. C'est vrai que ça, c'est des cas qui sont quand même très fréquents. Vous n'êtes pas le seul. Alors, je ne sais pas si je vais vous rassurer en vous disant ça, mais c'est vrai que vous n'êtes pas le seul. Et effectivement, il existe des moyens de recours, dont certains qui viennent de vous être exposés par Adeline. Oui, voilà, c'est vrai que on peut se sentir facilement démuni. En effet, je comprends quand on retrouve porte close auprès d'un cabinet, c'est assez perturbant. Vous pouvez en tous les cas ne serait-ce que alerter déjà de ces faits-là
voilà, l'ordre ou même la direction générale de l'offre de soins pour faire part de ce constat et peut-être que eux derrière pourront mettre en place des mesures un peu plus poussées pour justement récupérer un certain nombre de documents. Mais c'est vrai que vos témoignages confirment des éléments que l'on peut en effet fréquemment, hélas, entendre. Alors, on vient de faire un petit tour d'horizon sur le dossier médical, ce qu'il était, à quoi il servait, comment le consulter, et les limites, hélas, qui sont présentes également. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir tout ça, mais en images. Voilà, donc on va vous faire passer donc un petit film et on se retrouve juste après. À tout de suite. Dès lors que vous recevez des soins, des informations vous concernant sont enregistrées par l'hôpital ou le professionnel qui vous reçoit. Symptômes, diagnostics, examens, compte rendu, traitement, tout cela est important pour la continuité des soins et constitue en quelque sorte votre histoire médicale. Elle vous appartient et vous avez donc la possibilité d'en avoir connaissance. Ces informations ne sont pas nécessairement réunies en un lieu unique. Il vous faut donc vous adresser à chaque établissement de santé et chaque professionnel que vous avez consulté. Pour garantir sa confidentialité, vous êtes le seul à pouvoir accéder à l'intégralité de votre propre dossier médical. Vous pouvez le consulter sur place ou en faire la demande par simple courrier en joignant une copie de votre pièce d'identité. Dans certains cas particuliers, comme le décès ou la perte d'autonomie, vos ayants droit et certains de vos proches ont le droit d'accéder à une partie de votre histoire médicale. Ils devront alors justifier leur démarche et apporter la preuve du lien qui vous unit. L'accès au dossier médical est gratuit, à l'exception des photocopies et de l'envoi postal qu'il nécessite. En l'absence de réponse positive ou dans les délais, différents recours sont possibles. Renseignez-vous. N'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Recevez des sous. Établissement du dossier médical. Et donc là, je souhaiterais vous présenter un autre dispositif qui s'appelle le dossier médical personnel. C'est un dispositif qui est nouveau et que l'on appelle communément le DMP. Alors, est-ce que vous connaissez ce fameux DMP? C'est la question que je vous pose. Donc, je vous laisse répondre par oui ou par non. Très bien. Quelques instants de plus. Oui. D'accord, très bien. Donc, je constate qu'il y a 72% de personnes qui méconnaissent ce qu'est le DMP. Donc, tant mieux, quelque part. Enfin, je ne sais pas si je dois dire tant mieux ou tant pis, mais c'est l'occasion pour moi justement de revenir sur ce sujet et de vous expliquer à quoi il sert. Donc, c'est un dispositif qui est très intéressant parce que justement, tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait une multitude de dossiers médicaux. Bah là, grâce au DMP, on serait sur un dossier médical qui serait unique. Donc déjà, c'est une avancée. Donc, il est unique. Il vous permet en fait de vous informer directement. Tout patient peut aller le consulter. Et donc, vous trouverez toute l'information médicale vous concernant, à la condition, bien sûr, que les professionnels médicaux également y accèdent, enfin, que vous leur donniez la possibilité d'y accéder.
Voilà, donc c'est un outil, on verra tout à l'heure avec Adeline comment on peut le créer, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est un gain de temps pour vous, vous accédez facilement à votre information et puis, pour les professionnels, c'est très intéressant parce que ça leur permet, de partager l'information et ça leur permet eux aussi d'accéder à un certain nombre d'informations, facilement. Voilà, donc aujourd'hui, on compte, pour la région Auvergne, 5 000 DMP. Alors qu'en France, on est à 550 000 DMP. Donc ça représente à peu près 10%. Donc oui, ce sont les prémices hein, de l'utilisation de l'outil DMP. Alors, si ce dispositif vous intéresse, je vous conseille d'aller voir un portail. C'est le portail DMP, donc vous tapez dmp.gouv.fr et là vous aurez donc tout un tas d'informations, des petites vidéos ludiques, des témoignages, des parcours de vie. C'est un site qui a été créé par le ministère des Affaires sociales et de santé. Voilà, donc c'est vrai que c'est un dispositif qui mérite quand même qu'on s'y intéresse. Dans certains établissements, la mise en place est en cours. Tous les services n'ont pas encore mis en place le DMP, donc renseignez-vous hein, quand vous êtes pris en charge dans un établissement de santé. J'ai quelques chiffres aussi à vous fournir par rapport à ça. Comme ça vous permettra de vous rendre compte. Mais en fait, en Auvergne, on doit être sur une petite vingtaine d'établissements qui ont mis en place le DMP pour environ 650 établissements qui l'ont mis en place en France. Donc, on doit être sur environ 3% de structures qui ont véritablement mis en place le DMP. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc maintenant, on va voir avec Adeline tout ce qui concerne justement la création du DMP. Voilà, comment vous devez procéder pour créer ce fameux dossier médical personnel. Oui, tout à fait. Merci Julie. Donc, en effet, nous allons nous intéresser à la façon dont on peut justement créer ce dossier médical personnel. Alors, vous pouvez demander sa création chez un professionnel de santé ou même au sein d'un établissement de santé qui disposerait des outils informatiques nécessaires pour le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bénéficiaire de l'assurance maladie peut disposer, s'il le souhaite, d'un dossier médical personnel. Alors j'ai bien dit s'il le souhaite, parce que ce dossier médical personnel doit être créé uniquement avec votre consentement. C'est quand même quelque chose d'important. Toujours concernant la création du DMP, donc qui se fera de façon complètement informatisée, soit via le professionnel de santé que vous aurez sollicité, soit via l'établissement de santé. Autre point important, c'est votre carte vitale qui va quand même jouer un rôle important parce qu'à partir du moment où vous aurez créé votre dossier médical personnel, un petit autocollant sera mis sur votre carte vitale justement pour que l'on puisse identifier rapidement le fait que vous ayez bien un DMP. Donc si un jour voilà, vous êtes pris en charge, les professionnels de santé verront rapidement que vous avez ouvert ce dossier et ils pourront accéder aux informations dont ils ont besoin et qui se trouvent sur ce DMP. Alors une fois qu'il a été créé, ce DMP, tout l'intérêt réside dans le fait que donc, tous les documents sont concentrés au même endroit déjà pour commencer, et ensuite vous pouvez accéder assez facilement à ce dossier, donc de chez vous, au bureau, n'importe où, à partir du moment où vous avez une connexion Internet en fait. Donc pour vous connecter à votre dossier médical personnel, c'est très simple. Alors c'est un petit peu comme la webconférence là qui nous réunit aujourd'hui. Vous devrez rentrer donc un identifiant, un mot de passe. Et puis, étant donné que les données sont sécurisées au niveau de ce DMP, à chaque connexion, un mot de passe, on va dire unique, vous sera envoyé, donc soit sur votre smartphone, soit sur votre boîte mail, en fonction de ce qui vous arrange. Mais voilà, le DMP permet vraiment d'avoir tous vos documents, de concentrer en un lieu virtuel, certes, mais un lieu unique. Et les conditions d'accès sont sécurisées grâce à cet identifiant, ce mot de passe, plus le mot de passe éphémère qui vous est demandé en fait à chaque nouvelle connexion. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la création du DMP et de ses modalités de consultation par la suite.
Alors, il y a Moi, notamment des questions. oui, il y a plusieurs questions. Alors, si tu veux bien, je vais essayer d'y répondre. Il y a une dame donc, qui nous demande si le DMP est obligatoire. Donc non, le DMP n'est pas obligatoire pour l'instant et c'est vraiment chaque patient qui décide voilà, de le mettre en place, hein. Donc rien d'obligatoire pour l'instant, peut-être que ça viendra par la suite. J'ai une question aussi par rapport à la région Champagne-Ardenne. Alors, est-ce que la région Champagne-Ardenne a mis en place le DMP? Alors, là, je ne pourrais pas vous répondre directement, mais par contre, sur le fameux site là que j'ai cité tout à l'heure, le portail dmp.gouv.fr, vous avez la carte de France. Et donc là, vous aurez toutes les informations et vous aurez justement les chiffres région par région du nombre de DMP qui ont été réalisés. Une autre question, donc si vous n'avez pas de DMP, est-ce que cela change mes droits à remboursement? Alors, non, je vous rassure, vos droits à remboursement ne seront pas affectés par l'ouverture de votre DMP et il en va de même pour la procédure de tiers payant. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si apparemment c'est bon. Donc, on va poursuivre alors le déroulé. Oui, voilà, poursuivons. Donc, on vient de voir, là, au cours de cette première partie de la webconférence, donc le dossier médical, alors soit le dossier médical simple, soit personnalisé, personnel, pardon. Et il faut savoir que donc au cours de ces 3 webconférences qui ont eu lieu donc les 2 mercredis passés, nous avons évoqué l'ensemble de vos droits en tant qu'usager du système de santé. Et nous vous avons ainsi rappelé, au cours de ces temps passés ensemble, que malade ou non, vous restiez un citoyen à part entière. Vous avez donc normalement aujourd'hui une meilleure vision de vos droits. Mais toutefois, quand on dit citoyen, cela implique également quelques devoirs. Et c'est justement sur ces devoirs que nous allons un petit peu nous attarder pour cette deuxième partie de notre webconférence. Alors, nous aimerions donc savoir si vous pensez, vous, au quotidien, faire ce qu'il faut pour préserver votre santé. Alors, on vous laisse quelques petits instants pour répondre. Et ensuite, voilà, nous pourrons commenter les résultats et poursuivre notre propos. Alors, encore quelques petits instants pour les retardataires. Alors, je crois que là, les résultats sont assez nets. Donc, voilà, j'ai pu terminer le sondage. Alors, vous êtes 90% à dire faire ce qu'il faut au quotidien pour votre santé. Donc, c'est parfait. Vous connaissez les règles, donc on va pouvoir malgré tout en discuter. Donc, c'est parfait. Alors moi, à titre personnel, je me considérais pas forcément comme bonne élève, mais bon, justement, on est là aussi parfois pour progresser. Et je vais laisser Julie vous parler justement des facteurs qui peuvent influer sur notre santé. Alors oui, alors on sait bien tous aujourd'hui que notre façon de vivre, notre façon de s'alimenter, l'endroit où l'on vit, etc., vont avoir un impact, une influence sur notre santé. Alors c'est vrai que du coup, il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur les produits toxiques, sur les produits qu'on va ingérer. Il faut bien sûr avoir un rythme de vie sain, bien dormir, bouger, faire du sport, etc. Et comme les résultats du quiz en témoignent, de plus en plus de personnes en sont convaincues et aspirent à préserver leur santé et bien sûr aussi à préserver l'environnement. Alors, les politiques publiques s'en donnent à cœur joie puisqu'elles promeuvent des actions de prévention, de sensibilisation et je pense que vous devez en connaître un certain nombre. Si je vous montre quelques images, par exemple le label Manger Bouger, on a également le fameux Mange au moins 5 fruits et légumes par jour qui passe régulièrement sur la télévision. Nous avons aussi les politiques de prévention relatives à l'environnement avec Ensemble préservons la planète, donc le tri sélectif et j'en passe. Les politiques de prévention par rapport au tabac.
et bien sûr, les politiques de prévention par rapport à la sécurité routière, donc par rapport à l'alcool. Voilà, donc vous voyez que on ne manque pas effectivement de slogans percutants qui tendent à faire en sorte que notre santé soit préservée et que nous soyons du coup acteurs de cette santé-là. Donc nous allons poursuivre. Adeline, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, oui, tout à fait. Alors, bien entendu, hein, nous savons tous qu'il y a des choses à faire et puis d'autres à ne pas faire. Alors parfois on y pense, parfois on y pense un peu moins. Il arrive par exemple d'oublier de prévenir le médecin qu'on ne pourra pas se rendre à la consultation, ou même de temps en temps on ne prend pas ses médicaments parce qu'on se dit que de toute façon ça servira pas à grand chose. Parfois même on peut téléphoner dans les hôpitaux en se disant que si jamais on ne parle pas trop fort, de toute façon ça ne dérangera pas grand monde. Et puis, bien entendu, quand on arrive à l'hôpital ou en maison de retraite, on ne prend pas le temps de lire le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement parce que ce sont des documents qui nous semblent beaucoup trop lourds et beaucoup trop indigestes. Alors, on voit bien que parfois on a des comportements, voilà, qui sont pas forcément les, les plus justes et on se dit que les conséquences, de toute façon, ne sont pas pour nous. Donc voilà, parfois on laisse un peu certaines choses de côté. Alors justement, on va vous demander d'être attentif aux deux petites histoires qui vont suivre, parce qu'on a vu que vous connaissiez donc très bien les règles relatives à la santé et au fait de prendre soin de soi. Donc on a choisi de vous raconter deux petites histoires, donc l'une de Madame Exetzel et l'autre de Madame No Stress. Alors bon, comme vous vous en doutez, il s'agit là de caricatures, je tiens quand même à le préciser, mais voilà. Et après, nous pourrons justement rebondir sur les histoires de ces deux petits personnages et pouvoir évoquer quels sont nos devoirs en tant qu'usagers du système de santé. Alors pour commencer, donc je vais vous présenter Madame Exetzel. Alors Madame Exetzel, elle a des journées vraiment marathon. Le matin, c'est levé à 5h30, elle enfile jogging et basket, et puis bien sûr, c'est parti pour 30 minutes de footing. Et après ça, bien entendu, elle privilégie le petit déjeuner, qui est le repas le plus important de la journée. Alors, au menu, pour Madame Exetzel, c'est jus de citron, pour le côté détox, bien entendu, flocons d'avoine, mais également lait de soja. Et puis bon, l'heure tourne, donc il est déjà 7h, et hop, elle prend le vélo et elle file au boulot. Mais toutefois, pas question de stresser. À midi, elle prend en général 1h30 de pause, histoire de bien prendre le temps de manger. Et puis, elle a décidé qu'elle allait pouvoir investir un petit bar à salade qui venait d'ouvrir pas très loin du travail, histoire de manger sainement. Et puis, elle se rappelle également que le soir même, elle a un anniversaire de prévu d'un copain, un anniversaire prévu de longue date, qui doit se faire en ville. Mais pour elle, hors de question de veiller trop tard, d'autant plus que les amis ont prévu de boire et de fumer. Donc non, non, elle ne rentrera pas trop tard. Et puis de toute façon, elle a besoin de ses 9 heures de sommeil quotidien pour justement mener à bien ces fameuses journées marathon. Donc voilà pour Madame Exetzel. Je vous laisse maintenant avec Julie qui va vous raconter l'histoire de Madame No Stress. Alors du côté de Madame No Stress, la deuxième caricature. Alors Madame No Stress, elle, comme d'habitude, elle s'est pas réveillée ce matin. C'est normal, Madame No Stress, elle a pas mis son réveil. Donc du coup, son patron risque encore de râler. Et du coup, elle va essayer de trouver des solutions à sa façon. C'est-à-dire qu'elle va zapper le petit-déj, elle va pas prendre ses médicaments, elle va dire qu'elle pourra les prendre plus tard, hein. Ça change pas grand-chose. Elle va se dire aussi que elle va pas amener ses enfants chez le médecin parce que de toute façon la salle d'attente elle est bondée. Et puis bon le médecin il verra pas, hein, il verra pas qu'elle est pas venue. Voilà. Et puis la dernière solution qu'elle va se donner, c'est que pourquoi aller faire des courses, c'est un peu barbant. Une alimentation saine, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas grave, hein. Donc et puis ses enfants, ils aiment bien les pizzas. Donc du coup, elle va choisir des pizzas, hein, comme ça tout le monde sera content et puis sa journée sera beaucoup plus cool et elle sera beaucoup plus zen. Donc, Voilà il donc ce est bien que évident. Pardon, vas-y Julie. non, 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 mais je te laisse poursuivre.
Merci. Non, ce que je voulais préciser, c'est que je sais qu'il y a des messieurs qui nous écoutent et je voudrais pas qu'il y ait d'amalgame ou de confusion. Sachez que les deux petites histoires sont parfaitement transposables à la jante masculine. Nous pourrions parfaitement avoir Monsieur Excès de zèle ou Monsieur No Stress. Voilà, petite précision soit dite entre nous. Alors, du coup, maintenant, on aimerait également savoir un petit peu plus qui vous êtes. Alors vous, est-ce que vous vous considérez plutôt comme Madame ou Monsieur Excès de zèle ou Madame ou Monsieur No Stress super cool? Donc on vous laisse quelques instants pour répondre à ce quiz qui vient de s'afficher. Pour l'instant, c'est assez partagé, il faut dire. Je vous laisse encore quelques instants. Bah, moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre, en fait, hein. Non, c'est pas mal. On a un panel assez large parmi nos auditeurs, c'est super. Bon, alors je peux terminer le sondage et en effet, comme le dit Julie, bon, moitié-moitié, quoi. Vous êtes autant à être plutôt Madame Excès de zèle ou Madame ou Monsieur No Stress. Bon, en tout cas, vous l'aurez bien compris, au final, tout est question d'équilibre. Cela étant, il y a quand même certaines choses à respecter et parfois, il est vrai que l'on peut penser à changer un petit peu nos habitudes, penser aux autres, car au final, pour pouvoir continuer à profiter de nos droits, nous devons également accepter les devoirs qui sont les nôtres. Alors, être respectueux des soignants, suivre leurs prescriptions, être responsable dans notre façon de vivre, et puis, bien entendu, penser à l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Donc, voilà. Alors, pour conclure, je vous propose de revoir une autre vidéo qui vous permettra de mettre des images sur les propos que nous avons tenus. Nous nous retrouvons juste après. Être responsable de sa santé, c'est beaucoup plus qu'exercer des droits. Le système de santé est là pour vous assurer les meilleurs soins. Et vous, comment vous engagez-vous pour vous-même ? Se maintenir en bonne forme et prévenir la maladie par une vie équilibrée et saine est un défi personnel qui ne dépend pas des autres. Vous êtes la première personne concernée et l'acteur principal. Vous pouvez préserver vous-même votre santé en ayant une alimentation variée et équilibrée, en pratiquant une activité physique régulière, en limitant votre consommation d'alcool à une consommation plaisir et en réduisant ou stoppant votre consommation de tabac. Et si des symptômes apparaissent, consultez votre médecin traitant sans tarder. Et suivre avec précision les traitements qu'il vous propose, c'est favoriser votre retour plus rapide à une meilleure santé. Agir individuellement de manière responsable est un acte citoyen qui, dans l'intérêt de tous, préserve votre santé personnelle tout en limitant les dépenses supportées collectivement. Alors n'oubliez pas, connaître vos droits et vos responsabilités, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Oui, alors je propose de revenir sur quelques réactions que nous avons eues sur cette dernière partie. Et donc la première réaction, c'était de dire que le médecin traitant peut avoir un rôle à jouer en matière de prévention. Effectivement, il est là pour vous donner des conseils qui vont vous permettre de veiller à votre santé. Donc, il faut effectivement en parler à votre médecin traitant qui peut vous aiguiller. J'ai aussi une recette qui m'a été donnée d'une dame qui me dit quand j'ai pas le temps de faire mes courses, j'utilise les restes. Voilà, donc nous la partageons avec l'ensemble des personnes connectées cet après-midi. Et également un autre témoignage qui dit effectivement c'est vrai que lorsqu'on ne se réveille pas, on fait cela et on ne prend pas tous les traitements médicaux. Et effectivement, parfois on se dit que c'est peut-être mieux de sauter, voilà. Donc c'est ça, je pense pas que ce soit une bonne solution. Parlez-en justement avec votre médecin traitant.
Voilà, donc nous en avons fini avec cette partie relative à la prévention. Et je vous propose donc de conclure cette webconférence. Nous avons vu donc plusieurs choses. Nous avons vu que l'accès au dossier médical et les différentes actions que nous pouvons mener participent notamment à la préservation de notre santé, à la compréhension aussi des décisions médicales et à la coordination des actes de santé. Donc c'est quand même important. Voilà, donc la fin de la conférence approchant, je vous propose que nous fassions notre petite évaluation habituelle avec les 2 questions, donc à savoir la webconférence a-t-elle répondu à vos attentes et l'animation de cette webconférence vous a-t-elle semblé satisfaisante? Donc je vous laisse quelques instants pour y répondre. Oui. Ah, ça bouge encore un petit peu. Ça y est? Vous avez fini de voter? Bon. Eh ben, écoutez, donc j'en conclus que vous êtes plutôt satisfait de cette webconférence. Nous allons clôturer cette webconférence. Je te laisse, Adeline, nous faire une petite synthèse. Oui, tout à fait, merci. Donc, nous voici à la fin de notre série webconférence dont la thématique était la santé et si vous ne saviez pas tout. Alors, nous espérons en tout cas que ces différents sujets auront bien sûr retenu toute votre attention et que maintenant, vous arrivez à mieux vous repérer dans tous ces dispositifs, alors qu'il s'agisse de vos droits, de vos devoirs, des directives anticipées, de la personne de confiance, du dossier médical ou encore des représentants des usagers. Alors, ce qu'il est important de noter, c'est que toutes les petites vidéos que l'on a pu vous diffuser, ainsi que les webconférences, sont en libre accès. Donc voilà, vous pourrez tout à fait vous en saisir comme vous l'entendez. Alors, soit pour vous renseigner ou vous lancer dans des démarches personnelles, également pour expliquer des choses qui sont parfois un petit peu complexes. Vous pouvez également vous saisir de ces outils pour animer des temps, alors de formation ou d'information, voilà. Vous pouvez également vous en servir comme des compléments aux outils qui existent peut-être déjà dans vos structures, je pense notamment aux professionnels de santé, et également pour diffusion dans les salles d'attente. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, les outils sont là pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'URIOPS, nous allons poursuivre en fait la création de nouvelles vidéos comme celle que vous avez vue, en lien toujours avec la santé, et qui devraient paraître, disons, début 2016. Toutefois, nous aimerions un petit peu savoir si vous avez des idées pour les thématiques de ces futures vidéos. Donc, au même endroit où vous avez posé vos questions tout au long de la webconférence, n'hésitez pas, sous forme d'un peu foire aux idées, hein, pour dire voilà de cette façon, n'hésitez pas à mettre des idées qui vous passeraient par la tête et que nous après on pourrait éventuellement réinvestir sous format de petites voilà de petites vidéos plutôt ludiques et qui permettraient justement de peut-être apporter des explications sur des sujets parfois un peu complexes où on est facilement perdu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Sachez également que donc je vous ai dit que les vidéos étaient disponibles ainsi que les webconférences. Donc voilà, j'ai changé le slide pour que vous puissiez voir les liens sur lesquels vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Donc voilà. Je vois qu'il y a des réactions, donc je note en même temps les propositions qui nous sont faites. Un sujet sur les mutuelles d'entreprise, un sujet sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Voilà, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent nous faire des propositions, n'hésitez pas. Vous avez encore le temps de le faire, encore quelques secondes. Moi, en tout cas, je souhaite vous remercier, enfin, nous souhaitons vous remercier particulièrement avec Adeline pour ces retours très positifs et encourageants par rapport au travail que nous menons. Et puis, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et nous espérons vous retrouver peut-être l'année prochaine sur d'autres sujets.
Voilà, donc un grand merci à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.